Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle édition de l'African Cities Voice. Aujourd'hui, une nouvelle invitée. Alors, comme il est de coutume dans notre podcast, c'est vous-même qui allez vous présenter à nos spectateurs. Alors, je m'appelle Carole Diop, je suis architecte, je suis également actrice culturelle, passionnée d'art. J'enseigne l'histoire de l'architecture dans plusieurs écoles privées à Dakar. Et depuis 2018, j'ai initié des balades architecturales dans plusieurs quartiers de la ville pour sensibiliser aux questions de patrimoine. Alors, c'est quoi une balade architecturale concrètement? Alors, c'est une balade à pied qui dure entre 2 et 3 heures suivant le quartier où on est. Et l'idée, c'est vraiment de faire le focus sur l'histoire et l'architecture des quartiers qu'on visite. J'ai commencé avec le plateau, justement, qui est un peu une visite d'introduction à la ville de Dakar, puisqu'on aborde la fondation de la ville, son histoire, et puis les différents styles architecturaux que l'on peut rencontrer dans le cœur historique justement de Dakar. Et qui sont les gens qui vous suivent? Alors, ça varie. J'ai beaucoup de touristes. J'ai également des personnes expatriées qui sont installées à Dakar et qui veulent en savoir plus sur la ville. Des Dakarois d'origine ou qui viennent de la diaspora. Des écoles, parfois des entreprises ou des associations qui veulent une visite de groupe. Donc ça dépend, ça varie. Mais ma question là-dessous, c'est est-ce que le Dakarois lambda s'intéresse à ces questions de patrimoine, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose un peu, soit pour la diaspora, comme vous l'avez dit, soit pour le tourisme? Est-ce qu'il y a quel est le sentiment par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un intérêt du Dakarois lambda? Alors, il y a un intérêt, même s'il est très faible. Il faut savoir que c'est comme dans toutes les grandes villes où il y a ce type de visite, c'est souvent des étrangers ou qui vont faire ce genre de visite parce qu'ils veulent en savoir plus sur la vie des locaux, un peu moins les locaux, mais il n'empêche que j'ai quand même eu beaucoup de Dakarois qui ont participé à ces visites. Et je me rappelle en particulier d'une dame d'un certain âge qui m'a dit que malgré le fait qu'elle ait vécu toute sa vie à Dakar, qu'elle connaisse la ville par cœur, elle a quand même découvert des choses à travers cette balade. Donc, je pense que ça c'est ouvert aussi bien aux personnes aux locaux qu'aux étrangers. Et est-ce qu'il y a quel est le sentiment par rapport à ce patrimoine? Parce qu'on entend souvent, et on l'a vu dans la presse, que et c'est pas que pour Dakar, mais souvent on entend que le patrimoine est en danger un peu partout. Effectivement, je me souviens avoir fait des photos du plateau à Dakar où on avait des jolis trous parce que finalement on avait détruit le bâtiment qui, lui, était, dans notre entendement, un bâtiment patrimonial pour mettre autre chose à la place, beaucoup plus haut. Est-ce que, c'est vrai que le patrimoine est en danger, et pourquoi il est en danger? Alors oui, c'est vrai que le patrimoine est en danger, et dans beaucoup de villes, et notamment dans plusieurs villes africaines. Et je pense qu'il est en danger pour plusieurs raisons. D'abord, il fait face à la croissance rapide des villes africaines, à une démographie croissante qui nécessite donc des logements, de nouvelles infrastructures, à la spéculation foncière. Donc tout ce cocktail fait que les bâtiments historiques sont en danger. Et il y a aussi le fait que la législation n'est pas suffisamment forte ou parfois inexistante en matière de patrimoine. Et pour finir, il y a une nouvelle donne qu'il n'y avait pas avant, c'est le changement climatique. Dans certaines zones, l'érosion côtière, la montée des eaux, l'humidité, affecte de manière concrète beaucoup de sites patrimoniaux. Mais j'ai un exemple en tête. Comment on fait comprendre aux gens ce qu'est le patrimoine? Alors, quand vous avez une grande mosquée très ancienne, ça, tout le monde comprend rapidement. Mais il y a tout le patrimoine moderne
Je prends par exemple SICAP Mermoz. Bon, d'un point de vue de l'histoire de Dakar, c'est du patrimoine, sans doute d'un point de vue architectural aussi des bâtiments, mais quand on se balade encore aujourd'hui, c'est difficile de faire comprendre aux gens que là, on ne doit pas toucher, passer du patrimoine, alors que dans l'esprit des gens, bon, c'est des immeubles, et puis ensuite, finalement, on mettra d'autres immeubles à la place. Comment est-ce qu'on arrive? Alors, je vais emprunter une phrase à Xavier Ricou qui dit que on n'est pas sensible au patrimoine. C'est quelque chose qui s'apprend et qui s'inculque. Et je pense que ça doit commencer dès le plus jeune âge. Et je pense aussi que pour que les populations soient acteurs de leur patrimoine, il faut les impliquer déjà dans les décisions, dans la sélection des sites patrimoniaux et leur inculquer cet amour du patrimoine. Je pense que plus les gens sont attachés à un bâtiment, c'est surtout par rapport à la mémoire collective, à leurs souvenirs propres et à ce que ce bâtiment implique pour eux et dans leur histoire propre. Et je pense que des bâtiments comme une maternité ou un marché comme le marché Sandaga que tout le monde a pu fréquenter sont plus facilement leur destruction va plus facilement toucher les populations que la chambre de commerce ou le ministère des Affaires étrangères. Donc je pense qu'il y a ce lien-là que les populations ont avec certains de ces bâtiments. Et il y a aussi le fait que les populations ont leur propre patrimoine. Il y a certaines choses qui ne sont pas inscrites dans la liste du patrimoine, mais qui sont considérées comme du patrimoine par les communautés, comme le jardin de Fanok, par exemple, ou le patrimoine immatériel et la culture libre, ou ce genre de choses. Alors, paradoxalement, c'est quand même le marché Sandaga qu'on a détruit et la chambre de commerce qui est encore là. Oui, paradoxalement. et malheureusement, malgré les protestations des habitants, des commerçants, le marché Sandaga a été détruit, mais sur aucune base légale. D'ailleurs. Mais ça veut dire que potentiellement, je vais pas dire n'importe quel bâtiment de Dakar, mais quand même, pratiquement, la majorité des bâtiments pourraient encore aujourd'hui être détruits, même ceux qui ont une renommée. Tout le monde connaît le marché Sandaga parce que on voit des images aussi qui vont bien au-delà des murs de Dakar. Tout à fait, ça revient à ce que je disais sur l'aspect législatif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà, il y a une loi sur le patrimoine qui date des années 70, donc qui est devenue obsolète, et les bâtiments qui sont classés peuvent être déclassés par décret présidentiel. Donc l'autorité peut se lever et déclasser n'importe quel bâtiment qui est sur la liste du patrimoine national. Et ça a été le cas pour le marché Sandaga, ça a été le cas pour la maternité de Dantec, pour l'ancien ministère de l'urbanisme qui était aussi la direction de l'architecture et qui a été la médiature aussi à un moment donné. D'ailleurs, Annie Juga, qui est architecte et qui est depuis des années une des fers de lance en fait de cette lutte pour préserver le patrimoine, a dit que justement ce bâtiment en question, la médiature qui avait été conçue par le BEHC, le Bureau d'études Henri Chaumette, dans les années 70, est mort 3 fois. Il est mort déjà avec la démolition, il est mort quand on a démoli, quand on n'a pas pu sauver les archives, et il est aussi mort à partir du moment où la direction de l'urbanisme a quitté les lieux avant la démolition. Donc c'est malheureusement très difficile aujourd'hui sans une législation forte et sans institutions qui ont suffisamment de moyens pour exercer ce contrôle au niveau du patrimoine, de préserver les bâtiments. Mais est-ce que, alors, on a parlé tout à l'heure d'enseigner ça au plus jeune âge, cette question du patrimoine, de la législation, mais est-ce que finalement les professionnels n'ont pas non plus
un rôle à jouer sans doute, mais une responsabilité par rapport à ça. Bien sûr. Et est-ce que dans les écoles d'architecture où vous enseignez, est-ce qu'on enseigne véritablement ces choses-là? Est-ce qu'on a des spécialistes? Parce qu'on sait que rénover du patrimoine ou faire un bâtiment neuf, c'est deux choses totalement différentes, et que bien souvent, même les professionnels, ils sont d'accord que c'est un bâtiment de patrimoine, mais c'est beaucoup plus simple de raser et de reconstruire. Donc, comment vous voyez là le rôle du professionnel et est-ce qu'il est juste aujourd'hui? Oui, les professionnels ont définitivement leur rôle à jouer et leur responsabilité. Si je prends le cas par exemple du CUAD, du Collège d'architecture, on fait une grande place dans l'enseignement au patrimoine. Alice Abari, qui a travaillé pour l'UNESCO et qui à l'ICOMOS, enseigne le patrimoine du XXe siècle. Il y a un atelier de patrimoine avec Annie Jouga. Moi, dans mon cours d'histoire de l'architecture, j'essaie aussi de sensibiliser à ces questions, et je fais faire une balade aux étudiants. Donc voilà, on essaye de sensibiliser à ça, mais dans les faits, la formation au métier du patrimoine ici sur place n'existe pas. Et d'ailleurs, parmi les architectes inscrits au Sénégal, je pense qu'il y en a qu'un seul qui a une formation et qui a le titre d'architecte du patrimoine effectif, c'est Mamadou Berté. Les autres sont soit juste sensibles au patrimoine et on travaille sur des projets de rénovation et donc du coup se sont formés sur le terrain, mais il n'y a pas effectivement de formation concrète. Il y a une formation au métier du patrimoine à l'UGB, à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, mais c'est plus des métiers de gestion de sites, de médiation, et pas vraiment, ils sont pas vraiment outillés pour former par exemple des architectes au métier d'architecte du patrimoine. Mais est-ce qu'il y a vraiment, est-ce qu'il y a une demande à ce niveau-là? Alors, si j'ai concrètement, alors je prends les vieux bâtiments coloniaux d'habitat, par exemple, comme il y en avait beaucoup au plateau. Est-ce que aujourd'hui, est-ce qu'il y a une possibilité de garder? Je vais me faire un peu l'avocat du diable. J'ai une grande maison, une vieille maison avec les tuiles de Marseille encore et tout, et elle vaut une fortune au milieu du plateau. Est-ce que c'est encore jouable aujourd'hui de garder ces maisons, sachant que je peux vendre et construire et faire de la rente foncière beaucoup plus grande qu'avec ma maison? Est-ce qu'on n'atteint pas là finalement la limite de la sauvegarde du patrimoine? C'est très 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 compliqué parce qu'on est dans un cas de figure où le terrain va valoir beaucoup plus que le bâtiment qui est construit dessus. Le mètre carré par exemple au plateau aujourd'hui avoisine les 3 000 €. Donc, je peux entendre que pour un propriétaire, quand on sait l'investissement que demande le patrimoine, on préfère démolir que conserver. Mais je pense que l'État, le secteur privé aussi, a son rôle à jouer pour accompagner les gens et les convaincre que ce patrimoine, il peut aussi générer d'autres choses comme des revenus avec le tourisme patrimonial, de la création d'emplois, etc. Parce que d'autres villes ont réussi, la Tanzanie, le Maroc, ils ont réussi à capitaliser sur ce patrimoine. Donc pourquoi Dakar ne pourrait pas le faire? Ah, moi je suis... Non, mais je pose la question. Je suis pas convaincu, mais c'est le gros... C'est la grosse déception pour moi, ce plateau où les gens pourraient, comme d'autres villes ont réussi, et tu citais le cas du Maroc, il y a des villes extraordinaires pour ça. Et aujourd'hui, quand on se déplace, c'est un grand parking en fait. Il y a des 4x4 partout et on va se faufiler avec. Si vous êtes piéton là, c'est juste impossible. Donc, mais est-ce qu'il y a une prise de conscience et une volonté d'en faire quelque chose? Parce que il y a aussi beaucoup de villes, il faut le dire. Je prends le cas, on va sortir
à La Havane, ils ont utilisé le patrimoine pour en faire une destination touristique aussi, avec tout ce que ça veut dire. Hein. Mais est-ce que là, il y a, au niveau de Dakar, par exemple, ou d'autres villes du Sénégal, est-ce qu'il y a une volonté, finalement, de faire de ce patrimoine ou de ce centre-ville une destination touristique urbaine? Ben, je pense que c'est déjà le cas pour les 2 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO que sont Gorée et Saint-Louis, même si Saint-Louis était risquait d'être mis sur la liste du patrimoine en péril. Et c'est assez intéressant que tu fasses référence à Cuba, parce que Cuba et Saint-Louis ont été classés en même temps, en 2000. Ouais. Et on voit comment 25 ans après, Cuba a réussi son plan de sauvegarde, et que Saint-Louis peine encore à respecter ce plan de sauvegarde et de mise en valeur. C'est quoi la lecture alors là derrière? C'est pourquoi on n'y est pas arrivé à Saint-Louis, parce que le patrimoine est sublime à Saint-Louis. Oui. Moi j'ai toujours pensé que c'était une vieille marquise endormie. Dans tout ce que ça représente, un peu de poussiéreux et tout, d'une autre époque, mais on aurait pu, comme à Cuba, à La Havane, faire revivre ce patrimoine, et on n'y est pas arrivé. Quel est l'exemple est frappant, parce que je ne savais pas que c'était en même temps, mais clairement, il y en a un qui a transformé l'essai, comme on dit en rugby, et l'autre ne l'a pas fait. C'est quoi les raisons là derrière? Le fait que les populations ne soient pas suffisamment impliquées et se sentent détachées de ce patrimoine. Donc, plus d'implication des populations, plus de sensibilisation, que les autorités aussi jouent leur rôle. Parce que quand le maire de Saint-Louis lui-même ne respecte pas le PSMV sur ses propres biens, c'est compliqué de le faire respecter aux autres. Mais il y a de l'espoir. Il y a beaucoup de privés qui investissent dans la restauration du patrimoine à Saint-Louis, comme Amadou Diaw, le MUFO, le musée de la photographie de Saint-Louis. Il y a l'APIX, qui a aussi engagé un projet de rénovation de plusieurs maisons sur l'île. Donc je pense que ça va être sur la bonne voie. De toute façon, Saint-Louis n'a pas le choix, parce que s'il n'y a pas un changement ou des actions concrètes dans les années à venir, le classement sera compromis. Donc, il n'y a pas d'autre choix que d'y arriver. Mais ça me fait penser, en t'écoutant, aux centaines de riads de Marrakech qui ont été rénovés, mais qui ont globalement été achetés par des étrangers la plupart du temps. Alors, certains disent c'est un patrimoine qui part, d'autres disent il vaut mieux qu'un étranger le rénove et au moins ça reste. Quelle est ta position par rapport à ça? Est-ce que c'est une piste aussi pour Saint-Louis, par exemple? Pour Saint-Louis, je pense que les familles sont encore très présentes, et donc ça, je pense pas qu'il va y avoir beaucoup d'achats de maisons par des étrangers, et il y a beaucoup de Saint-Louisiens qui ont investi eux-mêmes. Il y a toutes les histoires familiales liées à l'île, qui fait que c'est compliqué, je pense, que les étrangers. Ça a été le cas pour plusieurs maisons, mais on n'en est pas encore à l'échelle où toute l'île puisse être rachetée par des étrangers. Je pense pas que ça arrive. On a un problème d'accessibilité aussi à Saint-Louis, mais c'est vrai qu'on l'a vu dans plusieurs endroits où tout d'un coup il y a un afflux d'étrangers qui trouvent un petit paradis et des bâtiments relativement bon marché. Je voudrais passer à l'étape suivante, si est que tu as quand même, avec Xavier Ricou, que tu as cité tout à l'heure, donc je le montre, on le mettra en référence aussi, Commis, comme on dit, un livre qui vient de sortir il y a quelques mois. Oui, en décembre dernier. Dakar, métamorphose d'une capitale.
comment est-ce qu'on... Donc, on passe en revue, je peux le montrer rapidement avec beaucoup d'éléments et notamment d'éléments de patrimoine. Comment est-ce qu'on se lance dans une telle entreprise? Alors, c'est parti déjà d'une rencontre avec la chaire d'économie urbaine de l'ESSEC. Okay. Ils sont venus à Dakar avec 60 étudiants et moi je leur ai fait une visite du plateau et Xavier leur a fait une visite de Gorée. Et à partir de là, ils se sont dit mais il n'y a pas de livre référence sur l'histoire de Dakar. Le dernier en date, c'était la thèse de Hassan Sek, voilà. Donc du coup, ils nous ont dit si vous voulez faire un ouvrage comme ça, nous on vous aide à le financer, à le publier. Et donc c'est comme ça que c'est parti. Et il faut savoir que Xavier depuis longtemps a envie d'écrire sur Dakar. Moi, je m'intéresse à la transformation et à l'évolution de la ville depuis 2017 avec Zingabou. On a un projet de recherche commun qui s'appelle Dakar Morphose. Et donc c'est de là que c'est parti. Voilà. Xavier Ricou que j'avais interviewé en 2014, je pense. On était sous le grand arbre du Centre français et justement il parlait déjà de cette idée un jour peut-être. Donc je suis content de voir que ça a germé. Comment est-ce qu'on fait les choix? Comment ça s'opère? Parce que on peut pas être exhaustif, ça c'est clair. Donc vous avez dû choisir certains bâtiments, d'autres pas, certaines histoires, d'autres pas. Comment ce qui m'intéresse un peu, c'est de comprendre le making of du livre. Comment est-ce qu'on choisit? En fait, on est d'abord parti sur une trame. Et on est parti sur une trame un peu chronologique, même si on se rend compte, et même à la lecture du livre, qu'il y a bien sûr des périodes qui se chevauchent et que donc on peut pas être aussi dans le tout chronologique, mais c'était pour faciliter aussi la lecture au public. Et on avait de toute façon décidé de partir de la fondation de la ville et même avant la ville et d'arriver aux enjeux aujourd'hui du 21e siècle. Et on a fini, parce que même si du coup on n'a pas pu parler de tout, on a terminé l'ouvrage avec un catalogue raisonné de près de 400 bâtiments qui pour nous paraissaient remarquables. Tous ne font pas partie du patrimoine national, mais beaucoup en font partie. Et pour permettre aussi aux lecteurs de pouvoir aller voir les bâtiments en question par eux-mêmes. Donc voilà, d'abord une trame chronologique, une écriture à 4 mains et avec des sujets qui nous intéressent plus ou moins selon nos affinités. Par exemple, moi j'ai surtout écrit sur la partie art. Dakar comme point chaud culturel, sur avant la ville aussi, par rapport à la culture Lébou. Mais voilà, on a vraiment écrit à 4 mains et chacun a enrichi un peu les textes de l'autre. Voilà. Et ça, c'est une entreprise qui se fait sur combien de mois, d'années? Ça nous a pris 2 ans. Voilà. Mais j'aimerais quand même, tu réponds pas totalement, il y a 400 bâtiments à la fin. Ouais. Bon. Est-ce qu'on prend tous les bâtiments qu'on trouve? Non, vous avez fait un choix. Non. Et comment on fait ce choix? Est-ce qu'il y a des critères qui vous sont propres et on y va de manière un peu impressionniste, ce qui pour moi est aussi valable, ou est-ce qu'il y a une systématique en disant ah oui, ça il est classé, pas classé, non, oui, non, ou est-ce que... Non, c'est vraiment des bâtiments qui nous touchaient personnellement ou qui avaient une valeur pour nous, une qualité architecturale. Et bon, bien sûr, ceux qui sont classés faisaient d'office partie des 400 bâtiments, mais il y en a plein d'autres où on s'est dit mais en fait
ça mériterait aussi d'être classé. Vous avez pris aussi les bâtiments qui ont une valeur historique, par exemple, qui n'auraient pas de valeur architecturale mais historique, ou vous vous êtes donné la règle qu'il fallait quand même une valeur architecturale? Il fallait quand même une valeur architecturale, mais on a intégré aussi, par exemple, les pench, les bouts qui ont une valeur plus historique et patrimoine immatériel que architecturale. Encore que il y a une valeur architecturale dans leur structure. Oui. Donc, en 2 mots, tu peux expliquer ce qu'est un pench Lego? Alors, un pench, ça désigne à la fois le lieu où se rassemble la communauté, mais aussi la communauté par extension. Et en fait, ce sont des ensembles de concessions familiales qui regroupent les descendants d'un ancêtre commun. Donc, chaque pench est lié à un nom de famille en particulier. Et donc, à Dakar, ils étaient au nombre de 12, enfin, il y en a une douzaine. Et ces 12 pench formaient le village de Dakar. Et quand je parle de Dakar, je me fais référence au plateau à ce moment-là, qui était le village de Dakar. Et comment il a été reçu, ce livre, localement? Alors, on a été agréablement surpris, parce qu'il a été plutôt très bien reçu. Les gens ont particulièrement salué l'iconographie et la richesse des documents. Et ça, c'est surtout Xavier, parce qu'il a une collection d'archives personnelles incroyable. Et on nous a dit que malgré la densité, il était plutôt facile à lire. Et voilà, le premier lot d'impression est allé très très vite en rupture. Donc on a fait une réimpression. D'accord. Donc plutôt bien localement, parce que souvent nul n'est prophète en son pays. Donc là, ça contredit un peu le dicton. Par rapport aussi encore à ça, justement, il y a des très belles images. Alors, tu as répondu que c'est les archives personnelles de Xavier Ricou. Est-ce qu'il existe d'autres archives que vous avez pu utiliser? Finalement, il y avait tellement que vous êtes... Oui, on a utilisé d'autres archives, d'autres illustrations, enfin des cartes ou des éléments qu'on a trouvés aux archives nationales, des éléments que moi j'ai trouvés, des fonds de cartes postales libres de droit. Mais oui, une grosse partie des images, c'est la collection personnelle de Xavier. Ok. Bien, merci pour ces précisions et j'espère que ça fera qu'il y aura d'autres livres dans d'autres villes, parce que je pense qu'effectivement, alors Dakar c'est quand même un cas particulier pour le patrimoine, mais on a aussi des villes comme Abidjan ou Cotonou, où on a un patrimoine incroyable. Donc on est au tout début et j'espère que vraiment ça commence à faire un petit peu de sens d'avoir ces éléments. Est-ce que des gens vous ont dit c'est pas du patrimoine, pourquoi il y a ça dans le livre? Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des gens qui vous disent mais pourquoi il n'y a pas ça? Est-ce que vous avez des oublis? Quels sont les feedbacks à ce niveau-là? On n'a pas vraiment eu de feedback à ce niveau-là. Ok. Des gens ont plutôt dit qu'ils trouvaient ça assez complet. Même si moi et Xavier on est d'accord pour dire qu'on ne peut pas tout mettre et qu'on a forcément dû résumer pas mal de choses, surtout si on voulait que ce soit assez facile et agréable à lire. Donc mais non, on n'a pas eu de retour dans ce sens. Moi j'aimerais revenir sur la notion même de patrimoine, où on pourrait faire l'hypothèse qu'elle est relativement, que cette notion est spatialisée et temporalisée, parce que même dans les villes aujourd'hui en Europe, où beaucoup de villes ont tout misé sur leur patrimoine, mais c'est quand même assez récent. Ça se compte en quelques décennies, pas plus. Est-ce que finalement, on parle beaucoup des modèles aussi de villes ou des villes africaines, des modèles, il y a tout un mouvement sur une sorte d'urbanisme et qui devrait ou qui pourrait être africain, donc à voir comment concrètement ça se fait, ça c'est autre chose. Est-ce que
c'est pas une notion qu'on a importée comme les autres notions finalement de l'urbanisme. Et est-ce que, je vais être un peu polémique du coup, est-ce qu'on n'est pas finalement sur une notion importée et puis on essaie de nouveau faire comme on l'a fait ailleurs, alors que peut-être qu'on aurait pu développer d'autres types d'arguments sur ce genre de situation. Alors, si on parle de la loi et des premiers bâtiments qui sont classés au patrimoine national, oui, on peut parler de notion importée puisque c'est le patrimoine au sens où on l'entend en Occident, et que les premiers bâtiments qui étaient classés, c'était surtout des bâtiments coloniaux. Mais je dirais non, dans la mesure où, et moi je parlerais même plus de manière générale d'héritage, parce que le continent africain est riche d'un patrimoine architectural incroyable, et on a le patrimoine vernaculaire qui existe sous toutes ses formes, avec des matériaux qui sont biosourcés et des techniques qui sont adaptées à chaque climat, et ça sur tout le continent. Donc ça, c'est une forme de patrimoine et qui doit d'ailleurs inspirer, je pense, les architectes et les concepteurs pour l'architecture que l'on veut produire sur le continent aujourd'hui. Il y a le patrimoine colonial, bien sûr, mais ce patrimoine colonial, il fait entièrement partie de notre histoire. Il faut pas oublier que même si c'est une histoire douloureuse, c'est nous qui avons conçu ces bâtiments. Les colons, on était effectivement les commanditaires, mais ceux qui ont travaillé et qui ont construit de leurs mains ces bâtiments, la force de travail, c'était nous. Donc autant se les approprier. Et puis il y a le patrimoine plus contemporain, et notamment celui des années 70-80, donc cette architecture post-indépendance, où il y avait vraiment, l'Afrique était devenue un peu un terrain de liberté créative, où on a essayé vraiment de trouver une identité architecturale sur le continent, avec des fers de lance comme Senghor au Sénégal, ou encore Henri Chomette qui a travaillé dans plusieurs villes africaines, que ce soit à Abidjan, à Cotonou, il a travaillé au Ghana, au Sénégal, donc, voilà. Et d'ailleurs pas mal de bâtiments de l'université où nous sommes sont de Chomette. Dans la Grande Ola. Voilà. Mais alors justement, est-ce que, parce que il y a eu une sorte de débat public, et il y a encore sur justement cet héritage colonial et tout, et finalement on en parle, enfin à ma connaissance on en parle relativement peu quand il s'agit du patrimoine architectural, mais on pourrait utiliser les mêmes arguments finalement. Est-ce que le bâtiment de Chaumette fait sens? Est-ce qu'il y a beaucoup de bâtiments qui ont été construits par des architectes français notamment? On comprend pourquoi, c'est pas ça vers ça que je vais aller, c'est juste parce que finalement il y a jamais eu de rejet par rapport à ça. Est-ce que c'est parce qu'on s'en fout, ou est-ce que justement on est déjà plus loin et que finalement on assume cette histoire, et de dire l'histoire, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est l'histoire, donc on assume et on passe ailleurs. Alors il y a une forme je pense qu'il y a une forme de rejet chez certaines personnes, et c'est souvent, je pense, parce que ce sont des personnes qui ne sont pas sensibilisées déjà aux questions de patrimoine et à l'histoire qu'il y a derrière ces bâtiments. Mais sinon, de manière générale, je pense qu'on s'accorde pour dire que ces bâtiments font partie de notre histoire. Si je prends le cas de Chaumette, par exemple, il a développé en fait une architecture qui se voulait bioclimatique, en utilisant des techniques et des matériaux locaux, et ça c'est une ressource incroyable en termes de matérialité et de techniques constructives dans lesquelles on peut piocher. Donc je pense que pour les professionnels, pour les architectes, les ingénieurs,
les étudiants en architecture, c'est des mines d'informations, ces bâtiments. Donc rien que pour l'aspect pédagogique, déjà, c'est important. Mais quand même, alors, de nouveau, je vais me faire l'avocat du diable, parce que ça m'interroge et j'aimerais te poser la question. Tu citais le vernaculaire. Moi, je pense aussi que toute l'architecture bioclimatique aujourd'hui, ils ont juste été regarder ce qu'on faisait, ce qu'ont fait nos ancêtres. C'est ça. Et on fait la même chose. Donc, il y a pas d'invention là. Mais quoi qu'il en soit, tant mieux. Hein. Ça, il n'y a pas de souci avec ça. Mais bon, globalement, dans le milieu professionnel, on est tous plus ou moins d'accord. La terre, le bioclimatique et tout. Mais quand on construit et que je vais me balader à Dakar, c'est plutôt des façades en verre que je vois et de la climatisation partout. Donc, il y a quand même un grand gap, finalement, entre le discours du professionnel ou d'une petite élite et finalement ce que veulent les gens. Comment on fait? Parce que, de nouveau, question de terre, vous allez recevoir dans 15 jours Francis Quéret, il est extrêmement célèbre pour ses bâtiments de terre, mais les gens n'en veulent pas. Quand on construit un bâtiment le long de la VDN, personne ne veut faire d'expérimentation. On va faire juste un gros bâtiment avec des verres fumés et puis de la climatisation. Comment est-ce qu'on gère ça? Alors, c'est une excellente question. Pour revenir aux matériaux terre, déjà, je pense que la terre, elle doit être utilisée, mais uniquement quand c'est une ressource disponible, déjà, et que on peut construire en ayant des principes bioclimatiques en béton. Donc déjà, pour moi, il n'y a pas de mauvais matériaux, il n'y a que des mauvaises mises en œuvre. Si déjà on construisait bien en béton, si on revenait à des principes comme ceux développés par Chaumette ou d'autres, il n'y a pas que lui, si on respecte la ventilation naturelle, l'orientation, tous ces principes basiques, en fait, finalement, ce serait déjà une bonne chose. Le problème qui se pose, c'est que beaucoup de promoteurs, malheureusement, sont dans le profit. Donc, il faut le plus startement possible, il faut rentabiliser le terrain, et on n'est pas vraiment dans la recherche du confort, spécialement de l'usager, et on se dit que la clim va tout régler. Donc déjà, il faudrait qu'on arrive à commencer à conceptualiser sans se dire que la clim va régler les problèmes, et de toute façon, on n'aura bientôt pas le choix, parce que la clim, on ne pourra pas l'avoir indéfiniment. Donc il y a ça, et je pense que il faut un dialogue en fait avec les clients et essayer de les convaincre que en appliquant ces principes-là, c'est pour leur confort et pour leur économie. Malheureusement, aujourd'hui, les gens ont tous une image de ce qui se fait en Chine, à Dubaï ou autre, sauf qu'on n'est pas sous les mêmes latitudes, on n'a pas les mêmes climats et surtout, on n'a pas les mêmes techniques. Donc, si on veut construire comme ça, mais qu'on le fait bien à la rigueur, mais vouloir faire des murs rideaux quand la conception n'est pas maîtrisée ou la mise en œuvre n'est pas maîtrisée, c'est un problème. Donc voilà, il y a tout ça qui rentre en jeu et je pense que petit à petit, il faut essayer de convaincre les gens et je crois que ça passe par des bâtiments publics qui appliquent ces principes. La PIX a par exemple fait ce pas avec des gares et des haltes du TER en BTC, en briques de terre compressées, et des gares qui ont été réhabilitées, comme la gare de Dakar, la gare de Rufisque. Donc je pense que plus on aura des bâtiments publics qui vont dans ce sens-là, et je ne parle pas forcément du matériau de terre, mais juste l'application d'une architecture bioclimatique, plus je pense que les populations vont se dire « Ah,
peut-être qu'on devrait se pencher vers ces solutions-là. Mais est-ce qu'on a assez de... Moi, on est aligné là-dessus, mais est-ce qu'on a assez de professionnels qui tiennent ce discours? Parce que tout le monde ne le tient pas, hein, si je regarde tous les architectes, tous tes confrères de l'ordre des architectes, ils ne sont pas tous sur ce trend-là déjà. Et après, est-ce qu'on a les entreprises et les artisans? Je reprends l'exemple justement du Maroc avec notamment l'hôtel La Mamounia qui a été restauré pendant 2 ans ou 3 ans avec des milliers d'artisans, mais ils ont créé tout l'écosystème. Donc on a reformé les artisans, ou en tout cas on a maintenu. Est-ce qu'aujourd'hui, si on décide, est-ce qu'on a les capacités, je dirais, techniques de promouvoir ce genre d'architecture? Pas encore, mais je pense qu'il faut le développer. Effectivement, il faut de la formation. Si je prends le cas par exemple de Élémentaire, de Doudoudem, ils ont fait une formation qui s'appelle Jangban, où ils ont commencé à former des gens à l'éco-construction et à la construction en terre. Donc je pense qu'il faut développer beaucoup plus ce type d'initiative. Il faut que les matériaux soient plus facilement accessibles et qu'il y ait une forme d'industrialisation de ces matériaux géo- et biosourcés. Il faut, oui, et tout ça va créer des emplois, former des gens, et il faut aller dans ce sens-là, moi, selon moi. Mais qui doit tenir dans les mains ce projet? Est-ce que c'est... Encore une fois, c'est l'État. Ou l'ordre des architectes? L'ordre des architectes, on aurait du mal. Non, mais on est sur l'État et je comprends très bien. On aurait du mal, l'ordre des architectes, parce que déjà, on n'est que même pas 300 architectes pour 18 millions d'habitants. Donc déjà, que l'ordre se renforce, et je pense que ça va être de plus en plus le cas, parce qu'il y a un dialogue qui est engagé avec le ministère de tutelle. Mais en dehors de ça, il faut vraiment que le secteur privé aussi s'implique. Par exemple, que des privés se lancent dans ces marchés-là, que l'on développe les matériaux locaux. Enfin, Birahim Nian, qui est architecte, peut vous parler pendant des heures de tous les matériaux disponibles au Sénégal pour construire et qu'on n'exploite pas, ou plus. Et c'est des business à créer, en fait. Donc le secteur privé aussi doit s'engager là-dessus. Donc c'est un dialogue entre l'État et le secteur privé. Et le secteur privé. Qui doit être mis en place. Mais effectivement, c'est quelque chose de très complexe, parce qu'on voit bien que de créer un écosystème, c'est ce qu'il faudrait en fait, d'avoir. On prend toujours le cas, et je pense que c'est assez... dans plusieurs domaines, notamment la gestion urbaine, on est sur des petites applications maintenant, et si on ne forme pas les codeurs qui font les applications, finalement, ça repart ailleurs, et on est sur une nouvelle colonisation par le numérique. Et donc, on doit créer des écosystèmes pour que ce soit durable. Et aujourd'hui, on a quand même du mal à voir, en tout cas dans les villes africaines principales, cet écosystème, parce que malgré tout, alors c'est un peu différent à Dakar, vous en sortez bien, mais les écoles d'architecture sont absentes. Il y a une au Togo pour 14 pays, il faudrait 14 écoles par pays, vu le nombre d'habitants qu'il y a. Pourquoi c'est toujours le parent pauvre, l'école d'architecture, quand... Je pense que c'est l'éducation de manière générale et la culture qui sont le parent pauvre depuis les crises d'ajustement structurel, depuis les années 90. Ouais, mais et ça ne change pas, malheureusement. Oui, mais c'est quand même toute la ville, de ce fait, se construit. Dans d'autres domaines, on se rend compte du besoin, et quand on parle de construction, on ne voit pas le besoin d'architectes. Bon, ça c'est partout dans le monde, c'est pas qu'à Dakar, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle école qui s'est ouverte, nouvelle université, est-ce que tu sens
je sais pas, quelque chose d'un peu positif par rapport à ça, ou finalement on pense fait des petits pas et puis il va falloir encore 40 ans pour que ça change un peu. Est-ce qu'il y a une dynamique? Ça, pour le coup, c'est le travail de l'ordre. Ouais. C'est l'ordre d'aller vers le public, de faire la promotion de la profession, d'aider à ce que les écoles soient reconnues. Donc oui, de ce point de vue-là, c'est plutôt le travail de l'ordre, et il y a des choses qui sont en train d'être faites dans ce sens. Donc j'espère que plus ça va aller et plus les choses vont changer. Moi, dès qu'il y a une école qui s'ouvre à Dakar, je suis contente, parce que je dis que c'est potentiellement de futurs architectes inscrits. Donc, Bon, là, c'est la petite difficulté aussi, parce que la plupart voient ça comme de futurs concurrents, alors que, à nouveau, il y a de la place pour tout le monde. Justement, il y a quoi? Il y a 99% des bâtiments qui se font sans architecte. Donc, plutôt que de se battre sur le 1%, il faudrait finalement se mettre ensemble pour se battre sur le 99%. Tout à fait. Et là, on a souvent un positionnement, mais que ce soit au Sénégal ou ailleurs, qui est encore un petit peu, toujours un petit peu schizophrène ou schizophrénique par rapport à ça. J'aimerais terminer, parce que le temps presse, que tu nous donnes, je sais pas, tes 3 ou 5 bâtiments. Tu dois en garder 5 ou 3, mais si je te dis 3, tu vas me dire que tu peux pas 3, donc disons 5 bâtiments à Dakar. Okay. Et pourquoi? Il faut... Alors, je vais commencer par le CICES. C'est pas un bâtiment, c'est un complexe de bâtiments, donc le Centre international de commerce extérieur du Sénégal, qui accueille la foire de Dakar, qui date des années 70, et qui, pour moi, est vraiment l'expression de ce que Senghor voulait faire, de sa vision. C'est un complexe de bâtiments exceptionnel, avec la déclinaison du triangle sous toutes ses formes. Enfin, pour moi, c'est une merveille architecturale. Donc, le CICES, je dirais les amphithéâtres de l'université de Chaumette. Ouais. Parce que je les trouve aussi exceptionnels, et surtout que la technique qui a été appliquée sur la façade, je pense qu'aujourd'hui on serait incapable de reproduire ça. Quoi d'autre? La gare de Dakar, qui pour moi est un exemple de bâtiment réhabilité, réussi. Là, j'en suis à 3. La cathédrale. Okay. La cathédrale, parce que c'est un des exemples qui mélange plusieurs styles, où on a à la fois une inspiration byzantine, mais aussi une inspiration néo-soudanaise. Et comme le Dantec et Sandaga ont disparu, il ne reste plus beaucoup d'exemples d'architecture néo-soudanaise. Un dernier, je dirais la tour de la BCAO, par rapport à ce que Charngom représente en tant que premier architecte sénégalais à avoir eu une agence d'architecture, et parmi les 4 premiers à s'inscrire à l'ordre des architectes en 1974. Donc vraiment le doyen de la profession, et qui a aussi été très, très prolifique. Voilà. Ok. Et un bâtiment qu'on pourrait raser? Un bâtiment qu'on pourrait raser. Polémique, mais qui est dans le livre sans doute, parce que là aussi, il y a des bâtiments qui sont patrimoniaux, mais pour toi, tu dis c'est pas très grave celui-là. Un bâtiment qu'on pourrait raser. Parmi les bâtiments qu'on cite dans le livre,
pour moi, je dirais non, puisque sur les sites, c'est qu'on les considère remarquables. Mais un bâtiment que moi, pas d'affinité qu'on reconnaît tous comme étant du patrimoine, donc voilà, mais il n'y a peut-être pas, hein. Non, je vois pas. Par contre, il y a un bâtiment en particulier que je voudrais voir assez. C'est un bâtiment qui se trouve au pied du monument de la Renaissance. Et je ne comprends pas qu'on ait pu laisser faire ça. C'est un bâtiment où, quand on est sur le monument de la Renaissance, on ne voit plus le phare. Du phare, on ne voit plus le monument. Un bâtiment qui n'a basiquement rien à faire là. Donc oui, si je devrais détruire un bâtiment à Dakar, ce serait celui-là. Et puis, alors on va encore finir avec deux petites questions. Un endroit à Dakar, ensemble à Dakar, que tu trouves particulièrement, où c'est agréable d'aller, de se promener? Alors... ou dans tes balades, puisque tu vas dans plein de quartiers, quelle est finalement celle où tu es le plus à l'aise à te promener? J'aime bien le quartier de zone B, du Point, parce que c'est un quartier qui est assez calme. Un quartier résidentiel où on est encore dans une forme de convivialité, où les gens se connaissent, et donc c'est très très calme. Donc dans les balades que j'ai fait, je pense que c'est un des endroits que je préfère. Le Plateau aussi, vu que je fais la balade de dimanche, est très calme. On peut marcher le dimanche, on peut totalement marcher au Plateau, et toutes les plages de la Corniche Est sont très sympas, avec la vue sur Gorée à certains endroits. C'est plutôt chouette. Et puis pour terminer, on s'arrêtera là parce que le temps tourne. Dans les, je dirais, 20 dernières années, un bâtiment que tu trouves intéressant, disons? Dans les 20 dernières années. Ouais. Dans la production récente, ça peut être 25 ans, hein, mais dans la production très récente. Bon, déjà, il y a l'hôtel le Jollof, donc, dont l'extension a été réalisée en BTC, donc en briques de terre compressée. Il y a le chantier du Goethe qui est en cours. Quoi d'autre? Il y a un bâtiment bon, ça date pas vraiment des 20 dernières années, mais je trouve la production de Émile Diouf assez intéressante dans son approche. Il essaye toujours d'intégrer la double peau dans son travail. Il y a un bâtiment en face du Codesria, sur l'avenue Cheikh Anta Diop, que je trouve très intéressant. Voilà. Donc on aura suffisamment pour un tome 2, pour un futur patrimoine dans 40 ans ou... Peut-être en s'intéressant à l'école de Dakar et à ce que ces architectes ont produit. Des architectes comme Cheikh Ndiaye et Cheikh Ngom sont suffisamment prolifiques pour qu'on puisse écrire des choses. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour cette discussion. J'espère que ceux qui nous écoutent sur Spotify, qui nous regardent sur YouTube et qui voient nos petits extraits sur les autres réseaux auront apprécié, auront envie, si un jour ils ont la chance de venir à Dakar, d'aller se promener, d'avoir ces promenades architecturales. On peut les trouver, j'imagine, en te googlisant, sur Insta. ou sur Instagram. Et puis voilà. Je remontre une dernière fois, donc n'hésitez pas. Je pense que sur toutes les plateformes de vente en ligne, on doit trouver. Il est disponible, donc il n'y a pas de souci pour vous procurer le livre. En tout cas, merci beaucoup. Puis, merci pour l'invitation. C'est ici que s'achève ce numéro, et on vous retrouve très prochainement pour d'autres aventures. Merci.